la personne se réapproprie son corps en se disant en fait j'ai pris le temps de prendre soin de moi et ça m'a fait du bien à l'esprit. Pas forcément qu'au corps en fait. Quelque part, on dit que nous, socio-esthéticiennes, on amène beaucoup aux gens, mais on n'imagine pas tout ce qui nous retourne. Et en fait, dans ces moments-là où on est hospitalisé, enfermé, et au-delà de l'enfermement, en fait, on est éloigné des gens parce qu'ils n'ont pas le droit de nous approcher, ils n'ont pas le droit de nous toucher. Même quand mon mari venait dans ma chambre, il avait le droit de venir, mais il devait rester à distance de mon lit. Du coup, je n'avais plus aucun contact physique avec personne, sauf avec des soignants. Donc en fait, quand Delphine était là, le massage, ça te rappelle qu'en fait, on peut toucher ta peau, que ça peut être des moments agréables de partage. Pour moi, ça m'a changé mon quotidien de femme hospitalisée. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Delphine a un rire qui perce les nuages. Elle a un cœur énorme et une sensibilité qui me touche profondément. Qu'est-ce que j'aurais adoré rencontrer une socio-esthéticienne comme elle pendant mes chimios. À vrai dire, je n'en ai pas rencontré à l'hôpital pendant mes soins. Il n'y en avait pas, ou peut-être pas le jour où je faisais mes chimios. En tout cas, on ne m'en a jamais parlé et je n'ai jamais demandé car je connaissais très peu ce métier. C'était donc très important pour moi d'interviewer Delphine pour qu'elle explique son métier, l'importance de son métier et le bien qu'elle fait aux patients. Et personnellement, je trouve que la socio-esthétique devrait faire partie intégrante du parcours de soins dans tous les hôpitaux. Delphine prend soin du corps par le toucher, les massages, des soins plus spécifiques des mains, des pieds, du cuir chevelu et j'en passe. Mais elle fait bien plus que prendre soin du corps. Elle soigne l'âme de ses patients. Et ça, c'est magnifique. Elle nous raconte ses journées, ses rencontres, son métier qu'elle fait avec passion et amour. Travaillant notamment en hémato, elle brise la solitude des personnes qui passent des mois en chambre stérile. Laure, qui a été touchée par une leucémie, nous explique avec beaucoup d'émotion, dans la deuxième partie du podcast, que les visites de Delphine étaient les seuls moments dans les périodes critiques où elle pouvait être touchée, massée, chouchoutée. Parce que c'est cela, Delphine chouchoute ses patients. Elle n'est ni le soignant, ni la famille, ni l'ami proche, et elle reçoit bien souvent de nombreuses confidences des patients qui ne peuvent pas toujours dire certaines choses à la famille, ou au conjoint, ou aux soignants. Je peux tout à fait le concevoir. Ces moments de détente, où elle permet aux patients de se reconnecter avec leur propre corps, favorisent le partage et les confidences. Et puis elle a un cœur énorme, prêt à accueillir des milliers de confidences. Encore une fois, le cancer, ce n'est pas que une histoire de traitement, de chimio, de protocole. Le cancer, c'est un corps malmené, c'est un trauma, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, c'est énorme et c'est important de soigner la personne dans son entièreté. Merci à Delphine de partager avec nous son histoire et puis de nombreuses anecdotes délicieuses de son quotidien. Merci à Laure aussi d'avoir à nouveau témoigné sur l'importance de ses soins pour apaiser le corps, l'esprit et l'âme et puis aussi d'avoir parlé du bénévolat. Tant de personnes sont isolées pendant de longs mois. Dégager 1 heure par-ci, par-là, pour aller parler avec eux ou faire un jeu de société avec ses patients. Ce n'est pas grand-chose, mais ça change tout pour le patient isolé. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci 1000 fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Alors, je te fais une petite confession. Je t'avoue que, en fait, ça faisait vraiment un temps fou que je voulais interviewer une socio-esthéticienne parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé
pleinement le sujet. On a parlé souvent des soins du corps et tout ça. Alors moi, je n'ai pas eu de socio-esthéticienne et d'ailleurs, je ne sais pas exactement quelle est la situation en Belgique, si on appelle ce terme officiel de socio-esthéticienne. En tout cas, j'entends ça souvent pour la France. Et donc voilà, donc mon rêve se réalise grâce à Laure qui m'a dit « Ah, mais j'ai une socio-esthéticienne extraordinaire !» Et donc voilà. Donc je profite de cette petite escapade à Toulouse pour faire 3 podcasts, 2 avec 2 Delphine et avec toi en tout cas je suis vraiment super contente et on va commencer de manière un petit peu classique où tu te présentes, tu peux dire ce que tu veux en fait finalement. Ok, ça marche. Voilà, il y a déjà un rire et ça c'est formidable. Voilà, on vient d'aller déjeuner avec Laure et Delphine et le rire est juste formidable et tellement contagieux. Donc merci pour cette joie de vivre. Eh bien merci à toi de m'accueillir et puis je te laisse continuer parce que du coup je connais pas trop donc je vais me laisser porter. Voilà, juste te présenter et ta situation familiale, ton âge, tes passions, ton métier. Tu me dis ce que tu veux. Alors moi je suis Delphine, donc esthéticienne et socio-esthéticienne. J'ai 35 ans, je suis en couple, sans enfant. Enfin, pas à moi personnellement. Mais j'en ai 3 qui sont pas les miens, mais qui sont tout comme les miens. Ah, ça c'est super. Voilà, et après, du coup, passionnée de musique, j'aime beaucoup l'humain et je crois que je m'épanouis au contact des gens. Alors, esthéticienne, tu as dit esthéticienne et socio-esthéticienne. En fait, quelle est la différence entre les deux ? Alors, esthéticienne, ce sont tous les soins classiques qu'on peut rencontrer. Donc dans des instituts de beauté, voilà, quoi, oui. Épilation, soins du visage. Et le socio-esthétique, la seule différence, c'est qu'on s'adresse à un autre public, plutôt fragilisé par des problématiques soit psychiques, soit physiques ou sociales, comme la réinsertion professionnelle, le milieu carcéral ou le milieu médical. Et moi, je me suis spécialisée surtout en milieu médical. Ah, je savais pas milieu carcéral aussi en fait. Donc oui. Voilà, évidemment, j'allais te poser la question, j'allais te demander si c'était que dans les milieux médicaux, mais donc non. Okay. Après, c'est pas forcément toujours développé, mais ça tend à se développer de plus en plus. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée à ça ? Parce que tu as commencé comme esthéticienne dans un institut de beauté ? Oui, moi j'ai fait 6 ans d'institut avant d'intervenir après en socio-esthétique. Ça m'a permis de me former vraiment fortement sur mon travail, sur toutes les techniques professionnelles esthétiques. Et après, j'ai fait le choix de me mettre à mon compte, d'être indépendante. Et du coup, en même temps que je me suis mise à mon compte, j'ai eu la possibilité d'intégrer une association, l'association des greffés de moelle osseuse Midi-Pyrénées, et de les accompagner par le biais du socio-esthétique en service d'hématologie protégée et service de greffe à l'époque à l'hôpital Purpan de Toulouse et aujourd'hui à l'Oncopole. Et donc, est-ce qu'il faut avoir un diplôme en plus ou est-ce que parce qu'il faut être, j'imagine, assez formé à la pathologie. Donc, tu as fait tes premiers pas dans ce service-là. Est-ce qu'on t'a formé à... Alors, en plus, c'est vachement délicat parce que c'est souvent des chambres stériles et tout ça ou... Alors, il est vrai qu'il y a un diplôme qui existe. Oui. Il n'est pas encore reconnu. Et à l'époque, il était encore moins reconnu qu'aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, j'envisage une VAE parce que si un jour il vient à être reconnu, je veux pouvoir poursuivre mon activité. Mais du coup, j'ai intégré le milieu hospitalier sans diplôme pour ma part, mais j'ai été formée dans le service par les soignants sur toutes les règles d'hygiène, les techniques d'approche des patients. Ils m'ont informée sur les différentes pathologies, ce que j'avais le droit de dire ou de ne pas dire, l'approche que je devais avoir et maintenir. Tu as commencé en plus dans un service presque plus délicat que les autres, avec toutes ces règles d'hygiène et des patients hyper immunodéprimés. Il faut croire que c'est peut-être l'un des services les plus difficiles qu'il y ait en oncologie en tout cas. Ouais. Effectivement, les chambres stériles, c'est un milieu, je vais dire un peu hostile.
même assez hostile, et du coup avec beaucoup de règles, puisque tout le monde ne peut pas pénétrer dans les chambres. L'hygiène est vraiment très importante, et du coup effectivement je fais un peu d'onco général maintenant, et je me rends compte que ça fait partie des services les plus complexes. Ouais, donc probablement aussi avec cet enfermement, là où les patients ont le plus besoin de toi encore. Est-ce que tu peux... Je sais pas si je dirais le plus, parce que effectivement à chaque pathologie on rencontre des problématiques différentes et des besoins différents. C'est là toute la richesse de la socio-esthétique. Maintenant, effectivement, la grosse problématique de l'hématologie, c'est l'enfermement. On en parlait à midi avec Laure, et c'est vraiment là où on se sent vraiment désiré par les patients, parce que justement on pallie à une problématique. Tu brises aussi un peu cet enfermement, avec le petit rayon de soleil qui débarque dans la chambre. Est-ce que tu peux me raconter une journée type et tous les soins que tu fais? Alors, j'ai envie aussi d'avoir un message pour tous ceux qui nous écoutent, parce que je sais pas s'il y a des socio-esthéticiennes dans tous les hôpitaux, en fait. Je ne connais pas la situation dans tous les hôpitaux. Alors aujourd'hui, on essaie d'être de plus en plus présent dans les hôpitaux. La problématique qu'on rencontre, c'est que souvent on passe par le biais d'associations. Donc les associations fonctionnent par le biais de dons. Et du coup, c'est en fonction des dons qu'elles peuvent nous rémunérer et nous prendre auprès d'elles. Ah oui, donc vous n'êtes pas employé par l'hôpital, en fait. On n'est pas employé par l'hôpital. Il y a quelques socio-esthéticiennes sur des cliniques, sur des hôpitaux, mais ça représente une socio-esthéticienne pour un hôpital ou plusieurs services. Donc, quand on voit le nombre de patients qu'il peut y avoir, ça reste encore assez maigre, assez peu, hein. Et du coup ça tend à se développer, mais pour le moment c'est vraiment par le biais d'associations. Alors ta journée type, en fait, t'es tous les jours à l'hôpital? Moi, à ce jour, je fais l'équivalent d'un mi-temps à l'hôpital, et j'ai une grosse partie rémunérée, mais je fais également un peu de bénévolat. Ah oui, tu vois, oui, j'ai entendu aussi en Belgique certaines bénévoles, en fait, qui viennent... Et donc, voilà, tu arrives à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Alors, sur de l'onco classique hors hématologie, je propose tout ce que propose une socio-esthéticienne. Ça va être du maquillage, une mise en beauté, ça va être le soin des mains et des ongles, les massages, les soins du visage. Donc... toute une approche sur la beauté, les conseils dermato, alors pas à titre thérapeutique, attention, hein, mais les conseils de crème qu'on peut utiliser, toutes les problématiques que peuvent rencontrer les patientes au quotidien. Moi, je suis là pour leur apporter quelques réponses. Voilà, c'est souvent par le biais de produits cosmétiques, mais c'est souvent informé par les soignants aussi. On travaille beaucoup en corrélation ensemble pour pas dire n'importe quoi, ou voilà. Oui, donc des conseils esthétiques, mais aussi du bien-être pur quand tu fais des massages des mains et. Alors. Chaque socio-esthéticienne a ses particularités. Moi, j'aime le soin bien-être. Oui. Donc, je fais majoritairement des soins du visage ou des massages parce que c'est ce qui me correspond. Après, je réponds à toutes les attentes, mais c'est vrai que c'est dans ça que je suis peut-être la meilleure, et du coup, effectivement, j'aime ce contact-là. Maintenant, ça dépend des patientes, ça dépend du moment, ça dépend de plein de choses. Par contre, en hématologie, par exemple, ils ont beaucoup de contraintes en termes d'hygiène, en termes de problématiques de peau, de choses comme ça, qu'au final, dans le service, on a le droit de faire quasiment que du massage bien-être. Okay. Attention, ce sont que des massages à visée non thérapeutique, hein. C'est du modelage relaxant. C'est hyper important, quoi. Voilà. Et ce qui est chouette en hématologie, c'est que comme on n'a que ce massage, on développe d'autres choses. En fait, ça va être une approche totalement différente, parce que à la fois on peut venir pour un massage,
Et à la fois, on peut se retrouver... une anecdote, une fois, je me suis retrouvée avec un patient masculin d'un certain âge, et puis on papote, et puis il venait d'être greffé de moelle osseuse, il vivait très très mal l'enfermement. Puis lui, il me dit « Ah, moi, j'adorais danser ». Ah, je dis « Vous adorez danser mais moi, je prends des cours de danse de salon », je lui dis. Et puis il me dit « C'est vrai ?» Et il me dit « Moi, je dansais le cha-cha-cha ». Ah, vous dansiez le cha-cha-cha? Et il me dit oui. Et je dis, ah ben moi j'en fais un peu, bon je me débrouille, hein, mais... Et mignon. puis là, avec son pied à perf, il me dit, vous danseriez un cha-cha avec moi? et je me suis retrouvée dans cette chambre avec ce monsieur, avec son pyjama, son pied à perf, et moi en face à danser le cha-cha-cha. Et en fait, je crois que ça fera partie de mes plus beaux souvenirs. C'est extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Oui, donc mais quand on a un petit peu préparé le podcast, tu disais en fait, je suis pas kiné, je suis pas soignant, je suis pas. Donc tu as ce rôle, tu apportes ce petit rayon de soleil. Est-ce que les gens se confient facilement? C'est vrai que quand tu leur touches le corps aussi, il y a une certaine intimité. Donc les gens, j'imagine, se confient. Alors effectivement, je pense que dans les soins de support, on a les meilleures places parce qu'en fait, on n'est ni soignant, ni famille. Oui. Et c'est vrai que les patients nous disent souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la famille parce qu'on veut les protéger. Oui. Et qu'on n'ose pas ou qu'on ne sait pas dire à ce moment précis. Et à la fois, les médecins ou les soignants, quand ils passent, ils n'ont pas toujours le temps, ils n'ont pas toujours la même approche, même si je dois avouer que beaucoup de soignants, malgré parfois les conditions qu'on peut voir ou constater, prennent le temps. C'est vrai que nous, on a la place d'avoir le temps, la disponibilité, l'écoute et en même temps, on est détaché du milieu médical quelque part. Et en ça, c'est vrai que on a des confidences de toutes sortes. Ça peut être à la fois sur les relations familiales, sur plein de choses. Et puis j'imagine en plus que le patient est toujours dans un état de détente en fait aussi, hein. Souvent. Donc il y a probablement plus de choses qui sortent. Oui, à la fois il y a la détente et à la fois il y a toute l'anxiété qu'ils peuvent avoir sur certains moments, parce que il faut pas se leurrer, hein, les jours sont pas toujours roses au sein des structures et vous tombez sur un jour où ils sont hyper fatigués, ça va être compliqué. Un jour où ils auront eu beaucoup de visites, ils vont être hyper excités et hyper réceptifs aux blagues et à la fois c'est très aléatoire en fait. Est-ce que il y a aussi des moments difficiles, par exemple, de personnes. Alors c'est vrai que je parle peut-être un tout petit peu de moi ici, mais pour illustrer, en fait, quand j'ai perdu mon sein, j'avais fait un espèce de blackout sur cette zone. Personne ne pouvait toucher. Enfin, donc, est-ce qu'il y a des moments aussi qui sont très difficiles de reconnexion au corps pour des patients qui étaient en déni ou qui voulaient plus qu'on les touche? Est-ce que tu as vécu ça? Oui. Ça arrive peut-être même régulièrement, ce genre de choses. Et c'est vrai que nous, on apporte un toucher totalement différent en fait. On arrive parfois à, ne serait-ce que la perte des cheveux, ça c'est le domaine peut-être des socio-coiffeurs, mais une femme qui retire son bonnet ou sa perruque et qui se retrouve confrontée à un nouveau regard autre que celui des soignants et parfois mise mal à l'aise. Et nous, on apporte un peu ce côté douceur, ce côté on va venir vous masser le cuir chevelu, mais vous verrez, on oubliera qu'il n'y a plus de cheveux en fait. Et quelque part, ça fonctionne. On n'a pas forcément j'imagine qu'il y a des larmes aussi et d'avoir beaucoup d'émotions. Oui. Il y a des émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Et donc, tu donnes aussi des cours de maquillage aussi pour les femmes qui ont perdu leurs cils, leurs sourcils. Oui.
des conseils. Des fois, ça va être... c'est pas forcément des cours, mais c'est vrai, c'est se réapproprier son corps. Oui. Que ce soit tant sur le plan du visage, tout ce qu'on voit, enfin, ce que les gens voient de nous. Oui. Mais aussi se réapproprier son corps en reprenant soin de lui, en se crémant parce que la peau est sèche. Mais quand on est dans des stades de fatigue assez importants, on se dit « Oh là, ça, je ferai... » Enfin, c'est tout ça, mais en fait, on se rend compte que nous, quand on apporte ce côté « Allez, il faut vous hydrater », en le faisant de manière implicite, la personne se réapproprie son corps en se disant « oui, en fait, j'ai pris le temps de prendre soin de moi et ça m'a fait du bien à l'esprit ». Oui, pas forcément qu'au corps, en fait. Parce que le corps change, parce que son regard sur soi change. Bien sûr. Et est-ce que tu vois ces patients toutes les semaines? Comment ça se passe en fait? Alors, il y a des personnes que je vois toutes les semaines. Mm-hmm. Et puis après, il y a des gens que je vois de manière ponctuelle. Mm-hmm. Donc, alors, donc dépend. toujours en milieu hospitalier, donc c'est dans les chambres carrément, donc pour les personnes qui sont hospitalisées, mais par exemple les personnes qui sont en chimio en hôpital de jour, tu passes aussi? Alors oui, j'interviens en HDJ onco sur plusieurs structures. Ce qui est chouette sur ces structures-là, c'est que des fois les patients sont en chambre double, donc on peut faire des soins avec une autre personne à côté et en fait finalement ça va amener des discussions drôles, totalement extérieures à la maladie, des choses vraiment atypiques. Un moment sympa en fait, ouais. En fait, je suis là pour changer l'esprit. Ouais. Juste ça. Se faire du bien voilà. Ouais. Et on rajoute un petit peu de bien-être avec un massage ou une manucure, mais en vrai, l'espace d'1 heure, la chimio coule, on la voit pas passer et en même temps, on a passé un moment et ça devient moins pesant de venir en structure que d'être là, prendre son médicament et repartir, en fait. Ah oui, parce que j'ai interviewé une patiente qui me disait « Oh, mais j'adorais aller en chimio parce que j'avais un massage avant de commencer. » Et donc, c'est quand même extraordinaire. Mais est-ce que tu arrives à, j'allais dire soigner, mais en fait, oui, ça soigne quand même. Est-ce que tu arrives à soigner ou t'occuper de toutes les personnes qui sont là ou tu n'as pas assez de temps pour toutes les personnes où tout le monde n'a pas spécialement envie? Est-ce que tu dis qu'il y a peut-être pas assez de socio-esthéticiennes, en fait, dans les hôpitaux. Alors, on essaie de la jouer fine, on va dire. On essaie de pas voir toujours les mêmes personnes. Pour que tout le monde ait son tour, en fait. Mais... C'est ça. Pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et puis, surtout, il y a des personnes qui vont nous solliciter une fois. On va y rester 1 heure, 1h15, 1h30, parce que ça sera un jour sans, parce que elles auront besoin de nous à 100%. Mais des fois, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes avec une autre personne, ça marche tout aussi bien, en fait. Ouais. Et du coup, en fait, on essaie d'alterner le temps, la durée, essayer de voir le plus de monde possible, mais tout en restant avec des soins de qualité quand même, que le temps qu'on passe auprès d'eux soit le meilleur possible. Après, on voit jamais suffisamment de monde parce que il y a trop de monde. Et vous êtes combien? Donc c'est à Loncopole, hein? Alors moi, à Loncopole, je suis toute seule. Ah, toute seule. Oui, Voilà. Après, il existe d'autres associations. Avec une autre association avec laquelle j'interviens, on est 3. Oui. Et on se dispatche sur plusieurs structures. Donc, moi, avec cette autre association, je suis sur 5 structures. Ça représente quelques heures par-ci, par-là. Hein. Mais effectivement, ça permet d'apporter un peu plus de bien-être. On essaie d'être présent, en fait. Alors, par exemple, des hôpitaux où il n'y a pas de socio-esthéticienne, est-ce que tu conseilles aux patients est-ce qu'il y a des socio-esthéticiennes en dehors des structures hospitalières qu'on peut appeler via des associations, parce que ça vaut vraiment la peine quand même d'avoir ces soins. On a des structures comme ça où on peut retrouver des socio-esthéticiennes. Il y a la Maison de la Ligue qui est une association qui a des socio-esthéticiennes et qui peuvent intervenir en fait sur place. Les gens se déplacent là-bas et ont droit à des soins. Notamment, souvent, c'est des soins offerts par l'association.
Après, ça fonctionne. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais effectivement, c'est l'association qui offre ce genre de soins. Oui. Et après, j'ai aussi entendu parler de la parenthèse à Toulouse, qui est aussi une autre structure où on peut rencontrer des socio-esthéticiennes. Qui sont des indépendantes, en fait, alors donc qui travaillent pas dans des structures hospitalières, quoi. Majoritairement, Oui. ce sont des indépendantes. Oui. Après, pour la parenthèse, je ne sais pas. Pour la Ligue, je sais que ce sont que des indépendantes, mais après, voilà. Et ce sont des structures qui sont super sympas parce qu'en fait, il y a les socio-esthéticiennes, mais il y a aussi toutes les propositions de soins de support autour. En fait, ils font ça pour les patients. On peut rencontrer de la réflexologie plantaire, de la sophrologie, de la diététique, de la psycho. Et en fait, ils créent ces structures pour que les patients puissent être accompagnés en dehors des hôpitaux et en même temps... Sortir un peu du cadre aussi, oui. Oui, sortir du cadre, mais avoir toujours un appui quelque part ou un endroit où ils peuvent... se retrouver eux-mêmes avec de jolis soins, en fait. Un moment, parce que c'est vrai que quand tout s'arrête, ne serait-ce qu'en termes des soins médicaux, il y a une phase où, pour les patients, c'est parfois pas simple de se retrouver, on arrête tous les soins, on a arrêté de travailler, donc qu'est-ce que je fais? Enfin, où est-ce que je vais? Comment je me réapproprie ma vie? Comment je reprends... Il y a un grand vide, oui. Oui. Et c'est le moment de se réapproprier son corps aussi, en plus. Donc, c'est ça. Alors, je vais quand même te poser une question par rapport aux hommes, en fait, aussi. Est-ce que c'est souvent les femmes qui demandent ou les... Bon, après, t'as l'homme avec qui t'as dansé. Non, j'ai des patients masculins. Après... En fait, on essaie de le proposer à la majorité des personnes. Moi, je me présente souvent de manière spontanée dans les chambres, donc souvent dirigée par les soignants quand même qui m'orientent. Tu pourrais aller voir telle personne ou telle personne parce qu'en fonction du jour, des traitements, de plein de choses, on s'improvise pas, mais on me dit pourquoi pas le lui proposer. Et puis en fait, je me présente, je dis ce que je fais et les hommes choisissent s'ils veulent ou pas. Est-ce que tout le monde connaît, en fait? Non. Non. Alors, ce qui est chouette, dans le service d'hématologie à l'Oncopole, quand on arrive, ils présentent nos soins comme les soins de support. C'est-à-dire que... mais ça fait partie intégrante des soins de support. Ça fait partie intégrante, mais par exemple, la psychologue va être envoyée par l'hôpital. Donc, quand on vous fait le listing de ce qu'il y a à l'hôpital, on va dire il y a une psychologue, un sophrologue, je ne sais pas, une assistante sociale. Et au même titre que ça, ils nous incluent, nous, en tant que socio-esthéticiennes, pour dire vous avez aussi droit à ça. Et ça, c'est chouette parce que du coup, on n'est pas réellement de l'hôpital. En fait, on est un peu bancal, mais on est reconnu. Indispensable. Ce qui est drôle, c'est que les soignants sont d'avis de dire que ça fonctionne bien. Il y a même des médecins qui nous disent vous pouvez aller voir telle personne parce que je pense que ça lui ferait bien plus de bien qu'un calmant ou qu'un antidouleur. Et même si eux, médicalement, ils sont au top, attention, je remets pas du tout en Mais j'ai presque envie de dire que tu soignes plus le patient que la maladie, en fait. Tu soignes la personne. Vraiment ça, hein? Moi, je suis là en complément, en fait. Mais c'est-à-dire que peut-être que je soigne l'âme. Tu soignes l'âme, c'est encore plus beau, évidemment. C'est plus... Parce qu'en vrai, en termes de soins, c'est rien de thérapeutique, mais c'est juste une autre approche. Oui, c'est thérapeutique si tu soignes l'âme quand même. Hein, mais on va dire oui. Je veux dire, c'est rien de médical, voilà. En ce sens-là, parce qu'effectivement, on ne se prétend pas psychologue, mais des fois, on nous donne des bagages en se disant « Oula, qu'est-ce que je vais en faire ?» Et c'est là que c'est intéressant de travailler en milieu hospitalier, parce que après, tout ce qu'on a, on le transmet aux soignants en disant « Bon, mais voilà,
peut-être que est-ce que on dirigerait pas ce patient vers un psychologue ou en fait on travaille tous en donc complément. toi tu dis après éventuellement quand aux il y a des soignants, situations un peu délicates, on travaille tous ensemble en fait, et c'est ça qui est magique ça, en fait, parce que du coup le patient de manière détournée va peut-être dire non mais moi je ne veux pas être accompagné, ok d'accord, et puis il va sortir peut-être des choses qui ne devraient pas m'être appropriées à moi en tant que professionnel de socio-esthétique, et là peut-être faire la transmission aux infirmiers, peut-être lui en parler mais d'une autre façon pour l'amener à autre chose en fait. Et tu disais psycho-socio-esthétique aussi, c'était alors quand même, il y a psycho aussi, hein? Oui, alors nous en France c'est socio-esthétique, mais en Belgique peut-être qu'il y a psycho-socio-esthétique. On a trouvé le terme, moi je l'ai trouvé sur internet, et effectivement il y a une part de psycho quoi qu'il arrive. Bien mais sûr. Ça, la psycho quelque part, vous êtes une simple esthéticienne, vous en faites quoi qu'il arrive. Bien sûr. Alors, est-ce que tu peux... Bon, c'est peut-être une petite colle là, mais peut-être me raconter 2-3 anecdotes ou des moments très très forts que tu as vécu avec des patients. Je ne sais pas est-ce que tu vois des enfants aussi? Non, les plus jeunes que je vois, moi, c'est 15 ans et demi. Donc ça reste même proche, parce qu'en fait, à Toulouse, on a l'hôpital des enfants qui prend les jeunes jusqu'à 15 ans et demi. Et nous, en fait, après, les adultes, ils passent à 15 ans et demi et plus. Sauf s'ils ont été déjà suivis en amont à l'hôpital des enfants, ils les gardent jusqu'à 18 ans. Mais du coup, il fallait un âge pour qu'ils passent chez les adultes. Et voilà, ce sont les plus jeunes que j'ai. Alors là, l'approche, elle est totalement différente, hein, parce que entre le massage du dos, on apprend à gérer le casque à réalité virtuelle. Mais c'est très, très chouette. Et après... en anecdote, j'en ai plein en fait. J'en ai des jolies. J'ai des personnes qui m'ont fait faire des blind tests et à rire. Des blind tests ? Des blind tests. Un jour, je massais un patient et il me disait... Votre collègue, elle m'a dit que vous aimez bien Michel Sardou. Ok, moi je suis un fan de Michel Sardou. Je pense que je peux vous coller. Je dis, vous êtes certain que vous pouvez me coller? Et en fait, pendant 1 heure de soins, il m'a fait tout le répertoire de Michel Sardou. Et pendant que je le massais, par moments, je le tapotais. Je dis, je sais. Et on a rigolé pendant 1 heure. Et cette personne, jamais je l'oublierai. Parce que du coup, ce que j'aime moi dans cette partie-là du métier, c'est que on a une vraie problématique d'avoir des a priori de tout. Voilà, sur la culture d'une personne, sur son approche, sa catégorie socio-professionnelle. Et en fait, ce que j'aime quand je rentre dans ces murs, c'est que je ne sais pas qui c'est que je vais rencontrer. Et à la fois, je peux pousser la porte et avoir quelqu'un qui veut être baron ou je ne sais pas. Et à la fois, je peux rencontrer le petit monsieur qui va au bled chargé comme pas possible. Ou du coup, on rencontre tellement de gens et on n'a pas le droit d'avoir d'a priori et on apprend beaucoup sur l'autre en fait. Quelque part, on dit que nous, socio-esthéticiennes, on amène beaucoup aux gens, mais on n'imagine pas tout ce qui nous retourne. Les recettes du couscous, les recettes d'un plat norvégien, où on se retrouve à parler en anglais à une arménienne alors que je parle pas du tout bien anglais, ou en espagnol à un portugais parce que je ne parle pas portugais non plus. En fait, c'est juste magique en fait. Et une richesse extraordinaire. Voilà. Écoute, merci Delphine, c'est délicieux tout ce que tu nous confies. Alors on va accueillir Laure qui est passée sur un autre podcast qui va venir nous témoigner. Je vais brancher son micro. Alors, je suis trop contente d'accueillir à nouveau Laure, qui a déjà fait un podcast avec Maxime Médard. Et Laure, merci 1000 fois de nouveau d'être là. Tu connais bien Delphine. Oui, j'ai cette chance. Cette grande chance. Et tu vas nous donner ton point de vue de patiente, en fait, qui a été enfermée quand même de nombreux mois.
Et voilà. En fait, on va avancer en freestyle. Et donc, je te laisse me surprendre. Et puis, vous pouvez échanger à vous deux aussi. Moi, c'est vrai que c'était une spécialité ou un métier que je ne connaissais pas du tout. La socio-esthétique, je n'en avais jamais entendu parler. Je savais pas forcément ce que ça allait pouvoir m'apporter. Et en fait, dans ces moments-là où on est hospitalisé, enfermé, et au-delà de l'enfermement, en fait, on est éloigné des gens parce qu'ils n'ont pas le droit de nous approcher, ils n'ont pas le droit de nous toucher. Même quand mon mari venait dans ma chambre, il avait le droit de venir, mais il devait rester à distance de mon lit. Du coup, je n'avais plus aucun contact physique avec personne, sauf avec des soignants. Donc en fait, quand Delphine était là, le massage, ça te rappelle qu'en fait on peut toucher ta peau, que ça peut être des moments agréables de partage, d'avoir ce contact physique là. Donc c'est vrai qu'elle venait quand on était en soins, enfin en environnement protégé une fois par semaine, et c'était le moment de la semaine qu'on préfère. Enfin, je parle pour moi, mais je pense pour pas mal d'autres patients hospitalisés dans ces chambres-là, parce que on va avoir un vrai contact avec quelqu'un qui va nous toucher physiquement et avec qui on va échanger verbalement. C'est des moments, voilà. Ça me rappelle une anecdote, mais vraiment très très drôle. En fait, j'ai eu l'occasion d'avoir un autiste Asperger, et en fait, on lui avait un cancer. Oui, une leucémie. Oui. Et on lui avait conseillé dans les soins, on lui avait dit, il y a la socio-esthétique dans les soins de support. En fait, ça pourrait être bon pour vous, mais le problème, c'est qu'il y a une approche de massage. Et un autiste et le toucher, c'est compliqué. Lui, très, très cohérent, et en se disant, si on me dit qu'il faut le faire, je vais le faire. Donc, la première fois, je viens dans la chambre, on m'avait prévenu, il a du mal avec le toucher. Et en fait, à peine j'approchais la main de la jambe, il me disait « Non. » Et il me disait « Si, ça va le faire. » Et en fait, je lui ai dit « Tu sais, quand à un moment donné, si je te touche pas, on n'y arrivera pas. » Il dit « Ok, je prends sur moi. » Et en fait, je l'ai touché. J'ai réussi à rentrer en contact. Et puis, en fait, tout doucement, je l'ai laissé se détendre. Il a accepté mon toucher. Oui. Et en fait, c'est le seul et l'unique patient qui a fait galérer tous les soignants parce qu'il ne voulait pas partir le mardi, parce que le mercredi, il y avait Delphine qui venait lui faire un massage. C'est trop beau. Et comme le mercredi, c'était le jour du massage, il a dit « Je ne veux pas partir ». Alors les soignants, ils attendaient qu'une chose, c'est que j'arrive. Ils m'ont dit « Tu files vite le voir ». Parce que là, nous, on a besoin de la chambre, malheureusement. Et c'est vrai que ça a été une belle anecdote. Et on avait réussi à ce qu'il accepte le toucher massage. Et du coup, voilà. Et c'est vrai ce que tu dis. C'est vraiment les seuls moments où on te touche, quoi. Donc, Mais j'ignorais, donc, quand ton mari venait, il devait rester loin du lit, quoi. Ouais. Et donc, toi, tu as tout un protocole, presque passé à la javel. Alors, en hématologie protégée, on a majoritairement les gants pour masser. Par contre, quand on passe en service de greffe, on est tenu d'avoir une tenue stérile et en fonction des soins qu'il y a en cours, en fait, on va nous rajouter charlotte sur blouse, sur chaussures, enfin... Et toi alors, qu'est-ce que tu as eu comme soin alors ? Parce que finalement, tu as été enfermée plusieurs mois, on disait entre 5 et 6 mois, quoi. C'est fou. Ce qui me faisait le plus de bien, je crois que c'était le dos, parce qu'on est tout le temps couché, en fait. Enfin, la plupart du temps, on est, dans la chambre, il y a surtout un lit, hein, donc on est sur ce lit et du coup, on appuie sur le dos. Donc c'est vrai que ça me faisait du bien. Souvent, quand Delphine me demandait ce que je voulais qu'elle me masse, c'était plus le dos, ça me faisait du bien. Je me tournais, je dans l'autre sens, elle massait. Je savais qu'elle allait utiliser les produits qui n'allaient pas faire d'effets désagréables avec ma peau, ça allait être doux, parce qu'on a très peu le droit, nous, d'apporter des produits dans les chambres. Donc
Du coup, c'était la manière aussi d'hydrater un peu la peau, de lui faire du bien. Je sais que j'ai aussi, après, recontacté Delphine quand j'ai eu des problèmes de pilosité, parce que malheureusement, avec les traitements à la cortisone plus les immunosuppresseurs, ça fait qu'on a des poils qui poussent partout. Alors, on se retrouve de passer de je suis chauve, j'ai plus de cils, j'ai plus de sourcils, à j'ai des pattes sur le visage. Voilà. Donc, c'était horrible. Et là, pour le coup, les médecins étaient pas hyper compréhensifs parce que pour eux, c'est un problème hyper minime. J'ai des poils sur la tête, moi, c'est pas grave, t'es en vie. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment du mal à me regarder dans le miroir et j'en avais parlé avec Delphine parce que je savais qu'elle allait avoir le bon réflexe. Parce que les médecins m'ont dit, non, la peau est trop fragile, vous pouvez pas vous raser. La peau est trop fragile, vous pouvez pas mettre de crème dépilatoire. Et donc, en fait, tout était interdit. Il fallait que je supporte mes poils sur le visage. Et en fait, Delphine, elle a passé 1 heure à la pince à épiler à m'enlever les poils. Et voilà, alors ça a été douloureux quand même, ça n'a pas été une partie de plaisir. C'est touchant parce que c'est quand même hyper important, quoi. Ouais, oui. J'en avais plein le dos, j'en avais plein le bras, tout ça, J'ai pas fait le dos et les bras. Mais... Là, j'arrivais plus. C'est fou, hein. Mais voilà. Ce sont des petites choses qui sont tellement importantes pour se sentir bien, quoi. Mais ça... Ce qu'elle dit pas, c'est que pour en arriver à la pince à épiler, il a fallu négocier avec les soignants et savoir à quel moment j'avais le droit de le faire parce qu'en fait, là, pour le coup, on suit le taux des plaquettes, des choses qui sont vraiment médicales. Moi, je peux pas m'improviser comme ça. Je vais t'épiler comme je pourrais faire à une cliente, en fait. Et là, c'est vrai qu'on a été obligés d'être tous en communication et d'avancer pour son bien-être à elle. Mais il a fallu qu'elle travaille les soignants un petit peu quand même. Et tu dirais que les soignants sont de plus en plus ouverts à tout ça? Alors, sur le socio-esthétique, oui. Sur ce qu'on peut apporter en chambre, oui. Après, les médecins, vraiment, eux, ils soignent pour enlever la maladie. Oui, éradiquer cette maladie. Mais... Et ils regardent pas forcément les à côté. Voilà. Même si, quand même, ils sont de plus en plus conscients que c'est nécessaire et ils essaient de le développer. Oui. Mais c'est vrai que l'histoire de la pilosité, non, quelque chose. C'est vraiment, c'est surtout ça. Le reste. Et tu as eu d'autres soins de Delphine que tu as adorés? Plein. Non, il y a les ongles aussi. C'est vrai que les ongles, comme ça attaque la matrice des ongles. Moi, je les ai toujours pas récupérés. Ils sont encore complètement cassés. Et donc, c'est vrai que c'est toutes ces choses-là qui sont abîmées et où on sait que si on va la voir, on aura le bon niveau de réponse pour essayer de trouver la solution. Et je trouve que moi, en tout cas, mon hémato va facilement me conseiller sur des problèmes de voir avec Delphine. Ouais. Plutôt que le patient aille dans n'importe quel centre esthétique et se faire conseiller des produits qui vont pas être bons, c'est vrai que... Qui sont peut-être même dangereux, parce que si on te place je sais pas, comment ça s'appelle, de l'acrylique sur des ongles hyper fragilisés, donc c'est quand même vraiment important d'avoir quelqu'un qui connaît qui est là-dedans, et ces problématiques-là spécifiques, et puis qui va aussi te l'expliquer. Moi, sur la problématique des poils, elle me disait, ça c'est normal, c'est tel produit, ça va s'estomper, là regarde, ça va déjà mieux, sur un mois sur l'autre, elle me disait, maintenant t'as retrouvé une pilosité normale. Donc j'avais des conseils qui me rassuraient aussi parce qu'elle sait ce qui s'est passé sur d'autres patients avec les mêmes traitements. Et c'est tellement, quand on est tellement mal, finalement, c'est les petites choses qui vont faire qu'on est encore, que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Oh là là. Merci. Laure, est-ce que tu as envie d'encore partager Bon, on a déjà partagé ce matin, mais partager par rapport à ça. Tout ce qu'elle fait via l'association des greffés, en fait. Oui, voilà. Cette asso, j'ai choisi de m'y investir et je lui avais dit quand elle était venue à l'hôpital, le jour où j'irai mieux, je bosserai avec vous parce que pour moi, ça m'a changé mon quotidien de femme hospitalisée. Parce qu'à la fois, c'est eux, le vélo d'appartement, dont je parlais avec le podcast sur Maxime Médard, c'est eux qui le fournissaient pas à l'hôpital, c'est l'asso des greffés qui le met à disposition. Le petit matériel de sport, c'est eux. Les limes à ongles, parce que, on peut pas se couper les ongles, trop risqué, blablabla, donc c'est des limes spécialisés en je ne sais même pas quoi. Voilà. C'est eux. Et le fait que Delphine passe, c'est pas payé par l'hôpital, c'est payé par l'asso. Donc c'est vraiment cette assos-là, elle change le quotidien de patients hospitalisés.
superviser. Donc moi, là, aujourd'hui, j'ai choisi de m'y investir. Et pareil, Delphine, elle a été de très bons conseils parce que je lui ai dit au début, avec tout mon enthousiasme, je vais aller parler aux patients, je vais témoigner, Et elle m'a dit, t'es sûre que t'es prête et tout ça, des histoires de récidive. Et 3 jours après, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui allait pas bien. Non, je vais pleurer, je suis pas capable. Donc c'est aussi trouver la façon d'aider. C'est peut-être un peu trop tôt encore. Qui correspond. Donc dans on l'attend pour plus tard, quand elle sera bien solide, mais bien. C'est encore tellement récent. Quoi. Non, là, c'est pas qu'on veut pas, hein. C'est juste que des fois on réalise pas le poids de ce qu'on rencontre en fait. Hein. Et puis... Est-ce qu'il y a vraiment des moments qui sont très durs pour toi, Delphine, à l'hôpital? Oui, j'imagine. Très très dur. Oui, parce que même si on reste derrière une blouse et qu'on doit rester à notre place, on s'attache forcément à certaines personnes. On a des histoires qui se terminent très très bien et qui sont topissimes, comme celle de Laure, où il y a derrière beaucoup de positifs, mais malheureusement il y a aussi des histoires qui sont plus compliquées et qui se terminent pas spécialement bien. Non. Et là, c'est les patients, c'est aussi tous les échanges qu'on a eu avec les familles, parce que on s'arrête pas juste à un patient, en fait. Quand on rentre dans la chambre, s'il y a la famille, on communique aussi avec la famille, et c'est tout ça derrière, en fait, qui est génial. J'ai presque l'impression que les relations sont encore plus fortes parce que ce sont des patients qui sont enfermés pendant longtemps. Bah oui. Ah oui. Donc c'est encore ça, plus. C'est le service où on crée quelque chose. En fait, c'est. Oui, parce qu'au final, on peut. L'Oncopole, en plus, le rayonnement est régional. Moi, à la limite, ma famille était à Toulouse, ils pouvaient venir souvent, mais Yana, la famille, elle a 3 heures de route, donc ils vont voir Delphine plus souvent que leurs proches, famille, en fait. Oui. Et du coup, c'est vrai que ça devient une confidente, qu'elle voit notre évolution d'une semaine sur l'autre, et qu'on revient et on reste pendant des mois, donc on a le temps d'échanger. Oui. On a le temps de se connaître, en fait. Ouais. Moi, j'ai le temps de connaître leur goût. Non, mais en plus, quand tu dis t'arrives dans cette chambre, t'as pas d'a priori, et j'ai l'impression qu'on arrive tout de suite dans l'essentiel, en fait. Mais moi, c'est ce que je trouve réellement magique, en fait. Ouais. Que ce soit un homme, une femme. Des fois, je me suis retrouvée avec des personnes atypiques qui ont vécu des histoires. Je ne peux pas les raconter, en fait. C'est top secret. Et en fait, dire je reste pas longtemps et puis rester 1 heure parce que savoir les potins de qu'est-ce qui se passe après, genre les feux de l'amour en fait, mais non pas du tout, et à la fois avoir la personne la plus simple qui pourrait tout donner pour les autres. En fait, c'est super chouette de rencontrer l'humain. En rencontrant les autres, on se rencontre soi-même. Hein. Ah ça. Merci. Question piège. Ah, y a-t-il des pièges? Y a-t-il des pièges? Comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast? Comment j'aimerais terminer ce podcast? Attention, Laure, hein, tu vas aussi avoir la question piège. Très bien, je réfléchis. Oui, je réfléchis, hein, j'ai le droit, c'est pas grave si ça... Moi, je dirais que les gens se rendent compte qu'ils peuvent être investis dans des assos comme l'association des greffés, même s'ils n'ont pas été touchés de proche ou de loin par la maladie, en donnant de leur temps pour les patients hospitalisés, en venant, et pas forcément pour témoigner, du coup, et pas forcément pour échanger et subir, mais avec tout ce qui est jeu. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui avec l'asso, c'est aussi développer des jeux de société. Ça change le quotidien. Enfin, sur une journée classique où on voit personne, ou une journée où on va jouer ne serait-ce qu'1 heure avec quelqu'un, c'est génial. Et là, n'importe qui peut s'investir dans une asso localement pour aller donner, je sais pas, 1 journée par mois pour aller jouer avec des jeux de société avec des patients. Des petites choses comme ça. Donc, pour tous ceux qui ont envie d'aider, d'être bénévoles, regardez les assos qui interviennent dans les hôpitaux à proximité et investissez-vous comme ça. Et comme tu disais, hein, comme on dit toujours, finalement, on reçoit bien plus quand on donne. Et qu'est-ce que c'est, en fait, quelques heures par mois d'aller jouer avec des patients qui sont enfermés. Mais en vrai, on recherche ça. C'est denrée rare, hein, parce que du coup, les gens réalisent pas. Les gens réalisent pas le quotidien qu'on peut rencontrer en milieu hospitalier ou. Les personnes les plus impliquées dans l'asso, soit des patients, soit des familles de patients, en fait, soit des soignants. Il y a personne qui vient de loin, et pourquoi pas, hein, mais du coup c'est vrai que c'est peut-être ce message-là que j'ai envie de faire passer, de dire et puis des fois, ce qu'elle dit est vrai, parce que des fois même famille de patients,
On peut s'investir dans une association qui n'est pas celle du même type de soins que le patient lui-même. Par exemple, moi, je suis venue en hématologie, mais parce que j'ai eu un parcours de vie où j'ai accompagné quelqu'un qui a vécu une greffe d'organes. Rien à voir avec l'hématologie. Mais pour moi, ça aurait été trop compliqué de m'investir dans sa pathologie. Donc, du coup, peu importe, on peut accueillir tout le monde, en fait. Mais quelque chose qui nous correspond quand même. Ton rire, j'adore. Qu'est-ce que tu as dit? Un patient t'avait dit un rire qui perce les nuages. Voilà. Est-ce que tu as encore un petit message, Delphine? Moi, je trouve que par le biais de mon domaine, je vois que les gens ont du mal à s'accepter souvent. Et j'aurais à dire que la beauté n'est pas toujours celle qu'on voit dans les magazines ou dans tout ce qu'on peut entendre. Mais apprenez à vous aimer de l'intérieur parce que les plus belles rencontres sont celles qu'on fait avec l'intérieur. Merci. C'est beau. Merci Delphine. T'as vu, hein? Merci. Voilà, le rire de toutes les trois. Merci les filles. Merci à toi. pour ce beau moment de partage. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!